Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en faisant tant d'efforts, vous avez l'impression que votre vie n'avance pas? Pourquoi vous cherchez à vous améliorer, investissez du temps, de l'énergie, croyez être sur le bon chemin, mais au fond, ressentez encore qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et si je vous disais que le problème n'a jamais été un manque d'effort, ni un manque de foi, mais quelque chose que personne ne vous a jamais dit? Il existe une vérité silencieuse, presque inconfortable, qui peut transformer complètement la façon dont vous voyez votre vie, et lorsque vous la comprendrez, vous réaliserez peut-être que tout ce que vous faites jusqu'à présent vous maintient exactement là où vous êtes. Nous vivons dans un monde où une véritable industrie s'est construite pour nous apprendre à nous sentir mieux. Cristaux pour équilibrer l'énergie, application de méditation promettant une paix instantanée, affirmations répétées devant le miroir comme des formules magiques, rituels dispersés dans la maison dans l'espoir de transformer l'environnement. Et, lorsque rien de cela ne fonctionne comme prévu, la faute retombe presque toujours sur vous. On dit que vous devez essayer davantage, croire davantage, penser plus positivement, comme si le problème venait d'un manque d'engagement de votre part. Mais voici quelque chose que presque personne n'ose dire. Beaucoup de ceux qui vendent ces solutions sont aussi perdus que ceux qui les achètent. Et ce n'est pas une attaque, c'est un éveil. Car la vérité, c'est qu'il se passe quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas que vous faites tout de travers, ce n'est pas un manque de discipline ou de spiritualité. Ce qui se passe, c'est que vous, comme la majorité des gens, avez été conditionnés à chercher la croissance en ajoutant des choses, alors qu'en réalité, la véritable transformation commence lorsque vous commencez à retirer ce qui vous limite. Cette perception n'est pas nouvelle. Il y a plus d'un siècle, Carl Jung a consacré sa vie à étudier l'esprit humain, non pas de manière superficielle, mais en plongeant dans les couches les plus profondes de la conscience. Il ne s'intéressait pas aux changements apparents, ceux qui paraissent beaux à l'extérieur, mais ne soutiennent rien à l'intérieur. Il cherchait une transformation réelle, celle qui change définitivement la façon dont vous vivez, pensez et ressentez. Et ce qu'il a découvert est simple, et en même temps déstabilisant. Vous n'évoluez pas en ajoutant davantage de choses à votre vie. Vous évoluez en éliminant ce qui vous maintient petit. Et c'est ici qu'une réflexion commence, qui peut vous bousculer, car ce qui vous bloque ne sont pas des habitudes superficielles, ni des routines que vous pouvez simplement remplacer. Ce sont des schémas profonds, construits au fil de votre histoire, souvent depuis l'enfance. Des schémas qui sont devenus une partie de votre identité, et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile de s'en détacher, car d'une certaine manière, cela donne l'impression de renoncer à qui vous êtes. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Il ne s'agit pas de contrôler ces schémas, ni de les adoucir. Il ne s'agit pas de mieux les gérer. Il s'agit de permettre qu'ils cessent d'exister, car il est impossible de soutenir une vie élevée en portant des structures qui vous maintiennent enfermés. C'est comme essayer de remplir un récipient d'eau pure alors qu'il est encore contaminé. Peu importe vos efforts, à un moment donné, tout revient au même état. C'est pourquoi ce chemin demande du courage. Il ne s'agit pas de confort, mais de vérité. Il ne s'agit pas de paraître évolué, mais de l'être réellement. Et le premier point à affronter est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais remis en question. Le besoin d'être perçu comme une bonne personne. Cela peut sembler étrange au premier abord, car qui ne veut pas être vu ainsi? Mais réfléchissez avec sincérité. Combien d'énergie dépensez-vous chaque jour à maintenir cette image? Combien de fois taisez-vous votre opinion pour ne pas paraître désagréable? Combien de fois acceptez-vous quelque chose que vous ne voulez pas, simplement pour ne pas décevoir quelqu'un? Combien de fois souriez-vous alors qu'au fond, vous êtes mal à l'aise, uniquement pour préserver l'harmonie? Peut-être, savez-vous toujours appeler cela de la politesse, de la gentillesse, de la maturité, mais il existe un moment où cela cesse d'être une vertu et devient un mécanisme de défense. Jung appelait cela la persona, un masque soigneusement construit au fil de la vie pour garantir l'acceptation, éviter le rejet et maintenir les relations. Et voici la partie difficile à accepter. Ce masque, ce n'est pas vous. C'est une version éditée, façonnée pour plaire. Et ce qui soutient ce masque, ce n'est ni l'amour ni la véritable bonté. C'est la peur. La peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté, la peur de montrer qui vous êtes vraiment et de découvrir que cela pourrait ne pas suffire aux autres. Cette peur crée une tension constante, silencieuse, qui vous maintient en mode survie. Vous ne vivez pas librement. Vous essayez simplement de ne pas être rejeté, et cela fatigue, bien plus que vous ne l'imaginez. Car vivre en maintenant une image demande une énergie permanente.
C'est comme jouer un rôle sans pause, et avec le temps, vous commencez à vous déconnecter de qui vous êtes réellement. Maintenant, voici le point de bascule. Les personnes qui évoluent vraiment ne sont pas préoccupées par le fait de paraître bonnes. Elles sont engagées à être authentiques, et cela signifie quelque chose de très différent de ce que l'on nous a appris. Être authentique, ce n'est pas être rude ni indifférent. C'est être entier, c'est pouvoir être gentil mais aussi ferme, être généreux mais savoir dire non, être compréhensif sans s'abandonner pour plaire. Et cela, pour beaucoup de gens, est inconfortable à voir, car une personne qui ne vit pas pour l'approbation ne peut pas être manipulée par la culpabilité ou la honte. Elle ne se plie pas facilement, elle sait qui elle est et n'a pas besoin d'une validation constante pour le soutenir. Mais il y a un détail important qui rend ce processus si difficile. Pour beaucoup, ce besoin d'être bon n'est pas né par hasard. Il a été construit comme un moyen de survie. Peut-être qu'autrefois, être agréable était la seule façon d'éviter les conflits. Peut-être que plaire était le moyen de recevoir de l'amour. Peut-être que s'adapter était le chemin pour se sentir en sécurité. Alors, lorsque vous commencez à relâcher ce schéma, cela ne ressemble pas simplement à un changement de comportement. Cela donne l'impression qu'une partie de vous est en train d'être arrachée. Et c'est exactement cela. Car, à un certain niveau, c'est bien ce qui se passe. Mais ce qui naît à sa place est infiniment plus vrai. Et vous commencez à percevoir cette transformation lorsque vous êtes capable de décevoir quelqu'un et, malgré cela, de rester en paix. Pas avec orgueil, pas avec froideur, mais avec stabilité, sans ce besoin urgent de vous justifier, de courir après, de réparer votre image. C'est la force émotionnelle, c'est la liberté. Et ce n'est que le début. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une demande simple mais très importante. Si ce contenu résonne déjà en vous, si à un moment vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laissez votre like et écrire en commentaire la phrase suivante « Je choisis d'évoluer avec vérité ». Ce petit geste n'est pas seulement à propos de la vidéo, c'est un engagement silencieux que vous prenez envers votre propre transformation. Maintenant, respirez profondément, car ce qui vient ensuite peut vous toucher encore davantage. Le deuxième point qui doit être observé avec beaucoup d'honnêteté est quelque chose qui, à première vue, semble être une vertu, mais qui, au fond, peut vous maintenir prisonnier sans que vous vous en rendiez compte. La compulsion de vouloir aider, sauver ou réparer tout le monde autour de vous. Si vous vous considérez comme une personne empathique, sensible, quelqu'un qui est toujours prêt à tendre la main, alors écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Cet élan d'aider ne vient pas toujours d'un endroit aussi pur qu'il en a l'air. Il existe un schéma très courant, étudié en profondeur par Carl Jung, appelé le guérisseur blessé. Ce sont des personnes qui ressentent un besoin presque constant d'être aux côtés de ceux qui souffrent, des personnes qui se sentent utiles, importantes, nécessaires, lorsqu'elles aident quelqu'un. Et avec le temps, sans s'en rendre compte, elles commencent à construire toute leur identité autour de cela. Elles organisent leurs relations, leurs choix, même leurs raisons de vivre, sur cette idée d'être toujours disponible pour l'autre. Et cela peut sembler beau, mais il existe une couche plus profonde que presque personne ne voit. Car, bien souvent, ce besoin d'aider n'a pas tant à voir avec l'autre, mais avec ce que la personne elle-même n'a pas encore résolu en elle. Lorsque vous croyez, même inconsciemment, que vous n'avez de valeur que lorsque vous êtes utile, vous commencez à chercher des personnes qui ont besoin de vous. Lorsque votre identité est liée au fait d'être celui qui résout, vous finissez par vous entourer de personnes qui sont toujours en crise. Et ici se trouve un point délicat, mais extrêmement important. Que se passe-t-il lorsque ces personnes commencent à aller mieux, lorsqu'elles deviennent plus indépendantes, plus fortes, plus sûres d'elles? Souvent, celui qui vit ce schéma ressent un vide, un inconfort difficile à expliquer. Car si l'autre n'a plus besoin de vous, alors qui êtes-vous? Cela peut créer un mouvement inconscient de retrait, ou même de recherche de nouvelles façons de maintenir l'autre dépendant. Non pas par méchanceté, mais parce que, sans le voir, vous avez appris à vous sentir important de cette manière. Et ce n'est pas de la compassion. C'est un manque déguisé en soin. C'est une manière de tenter de combler un vide intérieur à travers le besoin de l'autre. Et pendant que cela se produit, quelque chose de très important est laissé de côté, vous. Car celui qui passe son temps à vouloir sauver tout le monde a rarement le temps ou le courage de regarder ses propres blessures. Et ainsi, le cycle continue. Vous aidez, vous vous sentez nécessaire, vous vous épuisez, mais vous ne guérissez jamais vraiment. Or, il existe une immense différence entre aider par plénitude et aider par besoin. Lorsque vous aidez par plénitude, vous offrez votre soutien sans vous perdre.
Vous n'envahissez pas, vous ne contrôlez pas. Vous n'assumez pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous comprenez que chacun a son propre processus, son propre rythme. Vous êtes présent, mais vous ne portez pas le monde sur vos épaules. En revanche, lorsque l'aide vient du besoin, elle est impulsive, presque automatique. Vous vous impliquez au-delà du nécessaire. Vous absorbez des problèmes qui ne sont pas les vôtres et, bien souvent, vous terminez épuisé émotionnellement. Et le plus important, vous créez des relations basées sur la dépendance. Se libérer de ce schéma ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Bien au contraire. Cela signifie devenir plus conscient. Cela signifie aider lorsque c'est juste et savoir se retirer lorsque ce ne l'est pas. Cela signifie comprendre que toute souffrance n'a pas besoin d'être interrompue. Certaines douleurs font partie de la croissance. Certaines difficultés sont exactement ce dont une personne a besoin pour évoluer. Et accepter cela demande de la maturité, mais aussi du courage. Car lorsque vous cessez d'être la personne qui résout tout, vous vous retrouvez face à une question inévitable. Qui suis-je au-delà de cela? Et cette question, pour beaucoup, fait peur, car pendant longtemps, être nécessaire a été la seule manière de se sentir important. Mais il arrive un moment où vous commencez à comprendre que prendre soin des autres ne peut pas être une fuite de vous-même. Et ce basculement se produit lorsque vous êtes capable d'écouter quelqu'un, de ressentir sa douleur, sans immédiatement chercher à résoudre. Lorsque vous pouvez simplement dire « Je comprends, cela doit être difficile » et vous arrêtez là, sans proposer de solution, sans prendre le contrôle, sans transformer la douleur de l'autre en mission personnelle. C'est cela, la présence. C'est cela, la maturité émotionnelle. Et c'est cela, une forme élevée de soin. Maintenant, il existe un troisième point qui est peut-être l'un des plus silencieux, mais aussi l'un des plus épuisants émotionnellement. L'attachement au besoin d'être compris. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous essayé d'expliquer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, les raisons de vos décisions, et malgré tout, vous avez eu le sentiment de ne pas être compris? Combien de fois avez-vous reformulé vos mots, essayé d'autres approches, relancé la conversation, simplement pour que l'autre finisse par vous comprendre? Et lorsque cela n'arrive pas, il reste une sensation étrange, comme si quelque chose était incomplet, comme si vous n'aviez pas été vraiment vu. Cette quête de compréhension semble naturelle. Après tout, nous voulons tous être reconnus, validés. Mais il existe un point où cela devient une dépendance. Car lorsque vous avez besoin que l'autre vous comprenne pour vous sentir légitime, vous remettez le contrôle de votre propre réalité entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous commencez à dépendre de la capacité de l'autre à comprendre pour valider ce que vous ressentez. Et c'est extrêmement instable, car personne, absolument personne, n'a un accès complet à votre monde intérieur. Personne n'a vécu exactement ce que vous avez vécu. Personne ne ressent exactement comme vous ressentez. Personne ne voit la vie à travers la même lentille que vous. Alors, attendre que quelqu'un vous comprenne parfaitement est une attente qui, presque toujours, mène à la frustration. Et non pas parce que les gens ne s'en soucient pas, mais simplement parce que ce n'est pas possible. Et lorsque vous ne comprenez pas cela, vous entrez dans un cycle épuisant. Vous expliquez, vous essayez, vous insistez, et à la fin, vous repartez avec le sentiment d'être invisible. Maintenant, les personnes qui développent un niveau de conscience plus profond abordent cela autrement. Elles partagent lorsqu'elles sentent que cela en vaut la peine. Elles s'expriment lorsqu'il y a une ouverture, mais elles n'en dépendent pas pour se sentir entières. Elles savent ce qu'elles ressentent. Elles savent ce qu'elles ont vécu, et cela à lui seul est déjà suffisant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance intérieure, c'est un type de sécurité qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation constante. Et développer cela n'est pas simple, surtout si vous avez grandi dans un environnement où vos émotions ont été ignorées, remises en question ou minimisées. Mais c'est possible. Et cela commence lorsque vous cessez d'insister pour être compris par tout le monde, et que vous commencez à vous appuyer sur ce que vous savez de vous-même. Et oui, cela a un prix, car certaines personnes seront dérangées par ce changement. Elles étaient habituées à vos explications constantes, à votre besoin de tout justifier, et lorsque vous arrêtez, elles peuvent interpréter cela comme de la froideur, de la distance ou de l'indifférence. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que vous créez un nouvel espace, un espace où vous n'avez pas besoin de prouver en permanence qui vous êtes, et vous réalisez que vous évoluez lorsque quelqu'un vous comprend complètement de travers, et que, malgré cela, vous ne vous déstabilisez pas. Peut-être ressentez-vous un inconfort, bien sûr, vous êtes humain, mais cela ne vous détruit pas.
Vous ne ressentez pas le besoin urgent de courir après pour corriger la perception de l'autre. Vous restez stable, entier, et cela change tout, car à partir de ce moment, vous commencez à vivre avec beaucoup plus de légèreté, sans avoir à porter le poids de devoir vous expliquer en permanence, sans avoir à convaincre le monde de votre vérité. Et cette liberté transforme votre manière d'entrer en relation avec tout. Mais il y a encore quelque chose de plus profond, quelque chose qui retient beaucoup de personnes pendant des années, sans qu'elles s'en rendent compte. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Il existe un quatrième point qui, pour beaucoup, est silencieux, mais extrêmement douloureux à affronter. Et peut-être que, pendant que vous écoutez cela, le visage de quelqu'un apparaît immédiatement dans votre esprit. Le fantasme de ce que quelqu'un pourrait être. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous a déjà déçu à plusieurs reprises. Quelqu'un qui a promis de changer, qui a dit qu'il ferait différemment, qui a montré à certains moments une meilleure version de lui-même, mais qui au final revient toujours au même comportement. Et malgré cela, vous restez. Ou peut-être vous êtes-vous éloigné, mais vous gardez cette porte entr'ouverte, en nourrissant une forme d'espoir, pas nécessairement pour ce que cette personne est aujourd'hui, mais pour ce que vous croyez qu'elle peut devenir. Et cela ressemble à de l'amour, cela ressemble à de la loyauté, cela ressemble à de la foi en l'autre. Mais il existe une ligne très fine entre voir le potentiel et s'accrocher à une illusion. Car lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un basé sur ce qu'il pourrait être, vous ne vous reliez pas réellement à la personne telle qu'elle est, vous vous reliez à une projection, une idée, une histoire que vous avez créée ou que vous avez besoin de croire possible, et cela a un coût émotionnel très élevé. Car pendant que vous nourrissez cette version idéale, vous ignorez des signes clairs de la réalité, vous justifiez des comportements, vous minimisez des attitudes, vous acceptez des situations qui, si elles étaient regardées avec lucidité, ne seraient peut-être pas acceptables pour vous. Mais accepter qui est réellement la personne demande une décision. Et cette décision est, bien souvent, difficile à prendre. Peut-être parce que vous avez déjà investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sentiments. Peut-être parce que renoncer à cet espoir donne l'impression de tout perdre. Peut-être parce qu'au fond, vous avez besoin que cette personne change pour ne pas avoir à faire face à d'autres vérités en vous. Et voici un point essentiel. Le besoin qui soutient cet espoir n'appartient pas à l'autre, il vous appartient. Et tant que cela n'est pas clair, vous restez prisonnier d'un cycle qui se répète. Vous attendez, vous vous frustrez, vous pardonnez, vous y croyez à nouveau, et tout recommence. Carl Jung appelait cela la projection, l'un des mécanismes les plus puissants de l'esprit humain, car il crée une réalité parallèle où vous ne voyez pas ce qui est devant vos yeux, mais ce que vous aimeriez y voir. Et vivre ainsi est épuisant, car, au fond, une partie de vous sait. Elle sait que cette version idéale n'est pas présente. Elle sait que les actes ne correspondent pas aux promesses. Elle sait qu'il existe une différence entre le potentiel et la réalité. Mais accepter cela demande du courage. Le courage de regarder sans filtre. Le courage d'admettre que, peut-être, cette personne n'est pas celle que vous souhaiteriez. Et surtout, le courage de prendre des décisions à partir de cette vérité. Les personnes qui atteignent un niveau de conscience plus élevé ne vivent pas prisonnières de ce fantasme. Elles voient avec clarté, non pas de manière froide ou cynique, mais réaliste. Elles observent les comportements, écoutent les actes, prêtent attention aux schémas. Et à partir de là, elles font des choix, non pas basés sur ce qui pourrait être, mais sur ce qui est. Cela ne signifie pas qu'elles ont cessé de croire au changement. Elles savent que les gens peuvent évoluer. Mais elles comprennent aussi que ce changement ne dépend pas d'elles. Ce n'est pas quelque chose qui peut être forcé, accéléré ou désiré jusqu'à exister. Chaque personne a son propre rythme, son propre processus, sa propre décision. Et essayer de porter ce processus à la place de l'autre ne fait que générer de l'épuisement. Se libérer de ce fantasme n'est pas simple, car ce n'est pas seulement renoncer à quelqu'un, c'est renoncer à une histoire, à une attente, à une version qui n'a jamais réellement existé. Et cela fait mal comme un deuil, car d'une certaine manière, c'en est un. Vous dites adieu à quelque chose en quoi vous avez cru, que vous avez imaginé, qui, à un moment donné, avait du sens. Et il n'y a aucun moyen d'éviter cette douleur. Elle doit être ressentie, mais après elle, vient quelque chose d'extrêmement libérateur, la clarté. Et avec la clarté, viennent des décisions plus conscientes. Vous cessez d'insister là où il n'y a pas de réciprocité réelle. Vous cessez de justifier l'injustifiable.
Vous cessez d'attendre que quelqu'un devienne ce qu'il n'a jamais montré de manière cohérente, et vous commencez à choisir à partir du présent, de ce qui est devant vous. Et cela transforme complètement votre manière d'être en relation. Vous réalisez que vous avez libéré ce schéma lorsque quelqu'un vous montre exactement qui il est, et que vous le croyez, sans essayer de réinterpréter, sans essayer d'adoucir, sans essayer de faire entrer cette personne dans une version plus confortable. Vous voyez simplement, et vous choisissez à partir de cela. C'est la maturité émotionnelle, c'est la liberté. Mais parmi tous les points que nous abordons ici, il en est un qui est peut-être le plus délicat, le plus profond, et, en même temps, le plus transformateur, l'identité d'être quelqu'un de blessé. C'est un sujet qui doit être abordé avec respect, avec soin, car il implique une douleur réelle. Si vous avez déjà traversé des situations difficiles, des traumatismes, des expériences qui ont profondément marqué votre vie, cela compte. Votre douleur est légitime. Ce que vous avez vécu a laissé des traces, et le reconnaître fait partie du processus. Mais il existe une différence très importante entre reconnaître la douleur et construire votre identité à partir d'elle. Car à un moment donné, l'histoire de ce qui vous est arrivé peut cesser d'être simplement une partie de votre vie et devenir son centre. Et lorsque cela se produit, tout commence à être filtré à travers cette lentille. Vos choix, vos relations, vos interprétations, votre manière de voir le monde. Tout commence à tourner autour de cette blessure. Et, sans vous en rendre compte, vous commencez à vivre non seulement avec la douleur, mais à partir d'elle. Carl Jung a observé quelque chose de très important à ce sujet. Beaucoup de personnes parviennent à comprendre leurs blessures. Elles peuvent expliquer avec clarté tout ce qu'elles ont vécu, comment cela a affecté leur vie. Mais malgré cela, elles restent prisonnières de cette identité. Elles ne ressentent plus seulement la douleur, elles sont définies par elle, et cela crée une limitation silencieuse. Car lorsque vous vous voyez principalement comme quelqu'un de blessé, vous commencez à croire que cela détermine ce qui est possible pour vous, que cela définit qui vous êtes, que cela limite ce que vous pouvez devenir. Et, sans le vouloir, vous commencez à vous mouvoir à l'intérieur de ces limites. Maintenant, il existe un point encore plus sensible ici, car, bien souvent, rester dans cette identité apporte certains bénéfices inconscients. Les gens deviennent plus compréhensifs avec vous. Vos difficultés prennent du sens. Vous trouvez un sentiment d'appartenance dans des groupes qui partagent des douleurs similaires. Vous avez une explication pour ce que vous ressentez. Et cela, d'une certaine manière, réconforte. Non pas parce que vous voulez souffrir, mais parce que cela vous est déjà familier. Mais cet endroit, bien que compréhensible, vous retient, car il vous maintient connecté au passé comme référence principale et vous empêche de vous voir au-delà. Se libérer de cette identité ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas faire comme si cela n'avait pas fait mal. Cela ne signifie pas diminuer l'importance de votre histoire. Cela signifie intégrer. Cela signifie reconnaître que cela fait partie de vous, mais que cela ne vous définit pas. Cela signifie comprendre que vous avez des cicatrices, mais que vous n'êtes pas fait de ces cicatrices. Et lorsque ce changement se produit, quelque chose de puissant se transforme en vous. La question cesse d'être « Pourquoi suis-je comme ça ?» et devient « Qui choisis-je de devenir à partir de cela ?» Et cette question change tout, car elle vous redonne la responsabilité de votre vie. Elle vous fait sortir d'un espace où tout est conséquence du passé, pour vous placer dans un espace où il existe un choix, même si c'est difficile. Même s'il y a de la douleur, même si tout n'est pas résolu, vous commencez à percevoir que vous pouvez aller au-delà de ce qui vous est arrivé. Et cela est profondément libérateur. Vous savez que vous commencez à sortir de cette identité lorsque votre histoire cesse d'être la première chose qui vous définit. Lorsque vous pouvez parler de votre passé, sans qu'il soit le centre de tout. Lorsque vos expériences font partie de votre parcours, mais ne sont plus l'axe principal de votre existence. C'est cela, l'intégration, c'est cela, la force, et c'est l'un des niveaux de transformation les plus profonds que quelqu'un puisse atteindre. Mais il existe encore quelque chose qui relie tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, quelque chose qui, lorsque vous le comprenez, transforme complètement votre manière de voir la croissance, l'évolution, et même la spiritualité. Et c'est précisément cela que nous allons approfondir maintenant. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être déjà commencé à percevoir un schéma silencieux reliant tout ce qui a été dit. Il ne s'agit pas simplement de comportements isolés, ni d'habitudes que vous pouvez changer comme on change une routine. Ce dont nous parlons ici, ce sont des identités entières,
des versions de vous qui ont été construites tout au long de votre vie, souvent par nécessité, souvent comme une manière de se protéger, de s'adapter, de survivre. La personne qui a besoin d'être perçue comme bonne, celle qui porte le monde sur ses épaules en essayant de sauver tout le monde, celle qui a besoin d'être comprise pour se sentir légitime, celle qui voit du potentiel là où la réalité a déjà montré le contraire, et, peut-être la plus profonde de toutes, celle qui se reconnaît principalement à travers ses propres blessures. À un moment donné, chacune de ces versions a eu du sens. Elles sont apparues comme des réponses intelligentes à des situations réelles. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des tentatives de faire face à la vie du mieux possible avec les ressources que vous aviez à ce moment-là. Mais le problème ne réside pas dans la manière dont elles sont nées. Le problème est de continuer à vivre à partir d'elles, même lorsqu'elles ne vous servent plus, car ce qui vous a autrefois protégé peut aujourd'hui vous limiter. Et voici un tournant important de conscience. La croissance véritable ne se produit pas lorsque vous ajoutez davantage de choses à votre vie. Il ne s'agit pas d'accumuler des techniques, des informations, des rituels ou des pratiques, en espérant que, à un moment donné, tout cela vous mènera à un endroit meilleur. Cela peut aider, mais cela ne résout pas l'essentiel, car si la base reste la même, tout ce que vous ajoutez est absorbé par ces anciens schémas. Ils continuent d'agir, silencieusement, en dessous de tout. C'est comme essayer de construire quelque chose de nouveau sur une structure déjà fragilisée. Tôt ou tard, cela s'effondre. Et c'est pourquoi le véritable chemin exige quelque chose qui n'est pas toujours confortable, la soustraction, la libération, le détachement, le courage de laisser mourir ce qui ne soutient plus ce que vous êtes en train de devenir. Et non, ce n'est pas léger, ce n'est pas rapide, ce n'est pas aussi beau que ce que l'on montre souvent, car lorsque vous commencez à lâcher ces identités, il y a un vide, un espace étrange, silencieux, où ce que vous étiez n'existe plus de la même manière, mais où ce que vous êtes en train de devenir n'est pas encore totalement formé. Et cet espace peut faire peur. Il peut apporter de l'insécurité, il peut vous amener à vous demander si vous êtes sur le bon chemin. Mais voici quelque chose de fondamental. Ce vide n'est pas une erreur. Il fait partie du processus. En réalité, c'est l'un des signes les plus clairs que quelque chose de réel est en train de se produire en vous. Car une véritable transformation ne se produit pas dans des zones de confort. Elle se produit dans cet intervalle, dans cet espace entre l'ancien et le nouveau. Et c'est dans cet endroit que vous commencez à vous reconstruire de manière plus authentique, sans masque, sans performance, sans avoir à maintenir des versions de vous qui n'ont plus de sens. Et ce qui émerge de l'autre côté n'est pas une version parfaite de vous. Ce n'est pas quelqu'un d'illuminé en permanence, sans défaut ni doute. C'est quelque chose de beaucoup plus vrai. C'est quelqu'un qui agit avec authenticité, sans avoir besoin de l'approbation constante des autres. Quelqu'un qui aide, mais non par manque, par choix. Quelqu'un qui s'exprime, mais ne dépend pas d'être compris pour se sentir entier. Quelqu'un qui voit la réalité avec clarté et prend des décisions à partir de cela. Quelqu'un qui porte son histoire, mais n'est pas défini par elle. C'est la liberté, c'est la maturité, c'est une conscience élevée dans la pratique. Et remarquez, rien de tout cela n'exige que vous abandonniez le monde, ni que vous deveniez quelqu'un de distant ou déconnecté. Bien au contraire, vous commencez à vous relier aux autres avec plus de vérité, plus de présence. Vous cessez de vivre en réaction et vous commencez à vivre par choix. Et oui, des outils comme la méditation, la spiritualité, les pratiques de connaissance de soi, tout cela peut soutenir le processus, mais cela ne remplace pas le travail principal, qui est de regarder à l'intérieur avec honnêteté, reconnaître ce qui doit être libéré et avoir le courage de faire ce mouvement. Le message central de tout cela est simple, mais profond. Si vous voulez vraiment changer le niveau de votre vie, arrêtez d'essayer uniquement d'ajouter des choses. Commencez à observer ce qui doit être laissé derrière, les schémas qui vous retiennent, les identités qui n'ont plus de sens, les histoires que vous continuez à vous raconter, mais qui ne représentent plus qui vous êtes en train de devenir. Et, peu à peu, avec patience, lâchez prise, sans précipitation, mais avec vérité, car chaque chose que vous libérez crée de l'espace. Et cet espace ne reste pas vide longtemps. Il commence à être rempli par quelque chose de plus léger, de plus réel, de plus aligné avec qui vous êtes réellement. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, vous commencerez à ressentir quelque chose de différent. Non pas cette sensation d'essayer constamment de vous améliorer, mais la sensation de vous rapprocher enfin de vous-même. Et c'est là que tout change. Car lorsque vous vous rencontrez vraiment,
Vous n'avez plus besoin de courir après tant de réponses. Vous devenez votre propre base, et à partir de là, votre vie cesse d'être une tentative constante d'ajustement et devient une expression naturelle de ce que vous êtes devenu. C'est le chemin, pas le plus facile, mais le plus vrai, et au final, le seul qui transforme réellement. À la prochaine vidéo.